Alors, l'affirmation de soi en individuel donc permet d'aller revisiter avec la personne des blocages, des difficultés, des schémas, etc., et qui bloquent cette possibilité d'affirmation de soi. Donc, elle est efficace dans beaucoup de troubles qui sont des troubles très présents dans nos sociétés, qui sont tous les troubles, toute la grande famille des troubles anxieux. Et dans cette grande famille des troubles anxieux, on retrouve les phobies, l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée. Et on sait à quel point les phobies occupent, en tout cas dans le champ de notre pratique, nous rencontrons énormément de personnes qui souffrent de phobies à des degrés divers, qui souffrent d'anxiété. L'anxiété est très, très présente. Et quand je parle d'anxiété, je parle des troubles anxieux. Je ne parle pas de l'anxiété qui est une anxiété adaptative que nous connaissons tous, hein. Un trouble anxieux, donc, qui est quelque chose de plus de l'ordre de la difficulté personnelle. Bien, alors, on peut aussi l'utiliser dans certains troubles de la personnalité. C'est très intéressant pour les psychothérapeutes d'avoir un outil comme celui-là. Et donc, on peut utiliser la thérapie de l'affirmation de soi dans certains troubles de la personnalité. On peut même l'utiliser dans les addictions et dans certains cas de schizophrénie. C'est vous dire à quel point il est important, cet outil-là est important, à quel point cet outil est fantastique pour nous thérapeutes, parce qu'on peut toucher un une très grande partie de troubles psychologiques, de souffrances psychologiques, et et qui peuvent donc aider à, à renforcer les situations difficiles que rencontrent les personnes et donc à renforcer leur capacité de résilience. Donc, c'est pour nous, psychothérapeutes, la thérapie de l'affirmation de soi est un outil fantastique et concomitamment à d'autres soins que nous prodiguons. Donc, dans la thérapie de l'affirmation de soi nous offre vraiment un soin qui peut toucher un très, très grand large public dans des cas de troubles psychiques variés. Mais cependant, il existe des contre-indications. Nous ne pouvons pas utiliser, dans le cas de dépression, dans les cas d'état délirant, nous ne pouvons pas utiliser de la thérapie de l'affirmation de soi et dans les cas de perversion parce que c'est absolument contre-productif et ça peut créer un certain nombre de dysfonctionnements. Donc, c'est un outil qui est, comme je vous l'ai dit à l'instant, qui est un très bon outil pour nous thérapeutes, mais c'est un outil à utiliser avec sagesse et qu'il faut savoir utiliser dans des cas qui sont bien indiqués. Et il est très important de faire attention à ne pas utiliser la thérapie de l'affirmation de soi quand la personne est en pleine dépression, quand vous êtes face à une personne qui est dans un état où il y a des délires et dans des cas de perversion. Alors, donc, j'insiste sur le fait que l'affirmation de soi, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est et que on doit pouvoir l'exercer. Mais c'est un comportement, un axe de conduite qui se travaille et qui s'apprend. Et Bintouillet, tout à l'heure, va vous parler de cet outil fantastique qui est la communication non violente, qui s'apprend et où on doit s'exercer pour pouvoir euh, être plus efficace, ça nécessite de la répétition. Donc, on ne parle pas de personnes affirmées, mais on parle de comportements affirmés. Alors, on peut aussi demander, mais quel est le lien entre confiance en soi et affirmation de soi? La confiance en soi, c'est un état et l'affirmation de soi, c'est de la communication. C'est de communiquer cet état dans lequel on est. Alors, ça s'inscrit aussi dans le champ de ce qu'on appelle les habiletés sociales. Ce qui nous permet d'être en interaction avec d'autres personnes. C'est aussi, vous pouvez aussi entendre parler fréquemment de ce qu'on appelle des habiletés adaptatives. Il y a aussi deux volets très importants quand on parle d'affirmation de soi. Il y a ce qu'on appelle le comportement verbal et les comportements non verbaux. Et il est très important de voir que tout ceci c'est un processus cognitif affectif permettant de s'adapter à l'environnement. Alors, quel est l'intérêt
de pratiquer une thérapie de l'affirmation de soi, c'est qu'elle permet à la personne de se sentir beaucoup mieux en s'exprimant. Elle permet d'instaurer une bonne communication et surtout, un élément fondamental, central, c'est respecter l'autre, bien entendu en commençant par se respecter soi-même et respecter l'autre. C'est aussi avoir gain de cause, et avoir gain de cause, c'est la cerise sur le gâteau. Avoir gain de cause n'est pas la fin en soi. Si avoir gain de cause, c'est la fin en soi, on n'est pas dans l'affirmation de soi. Alors, parce qu'il est important de comprendre que dans la vie, dans le quotidien, il est très clair que notre pire ennemi, c'est quand on ne s'affirme pas. Et c'est une boucle de renforcement. Plus on ne s'affirme pas, plus on a des difficultés à s'affirmer. Plus on s'affirme, plus c'est facile de s'affirmer. Donc, c'est une boucle de renforcement. Et donc, c'est un processus que l'on retrouve bien dans les thérapies cognitives. Et dans les thérapies cognitives, l'un des éléments qui est très important dans la panoplie de travail du thérapeute qui utilise donc les thérapies cognitivo-comportementales, quel que soit le trouble dont souffre la personne, c'est l'exposition. C'est amener la personne à s'exposer graduellement à la situation qui génère l'anxiété. C'est amener la personne à être en mesure d'accepter, de supporter, d'apprivoiser son anxiété et de laisser monter l'anxiété quand elle est dans des situations. Évidemment, quelqu'un qui a peur de l'eau, on ne le jette pas dans le barrage de Tanguin, hein. Ce n'est pas ça, ça c'est de la violence pure. C'est d'amener la personne petit à petit à se familiariser, à accepter l'idée de faire face à ce qui lui fait peur. Et donc, l'exposition, c'est une technique qui est utilisée par les psychologues qui font de la TCC pour amener la personne à faire face, à affronter petit à petit ces situations qui génèrent de l'anxiété. Alors, on peut l'utiliser aussi dans ce qu'on appelle les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, les personnes qui ont des addictions. Donc, c'est aussi apprendre à faire face à son anxiété. Et on va se rendre compte que l'anxiété monte, monte, c'est comme la courbe de Gauss, ça monte, et paf, ça redescend, forcément. Et donc, on apprend à se dire, ouf, mais là, je ne suis pas morte, j'ai exprimé ce que je voulais exprimer, j'ai pu faire face à ça, et voilà, ça renforce le sentiment de bien-être. Alors, à ce stade, il est très important de dire trois choses très importantes. C'est que l'affirmation de soi n'est pas de l'agressivité. Si on est dans l'agressivité, on n'est pas dans l'affirmation de soi. Alors, on peut faire trois colonnes, hein. Une colonne où on met les différents éléments qui permettent de voir à quel moment on est affirmé et on n'est pas affirmé. Aussi bien du point de vue verbal et du point de vue non verbal. Donc, quand on est dans l'agressivité, ça se caractérise par une relation au détriment de l'autre. Ça veut dire qu'on est dans un état émotionnel qui déborde et donc on n'est pas dans la prise de connaissance des besoins de l'autre, des émotions de l'autre. Il y a aussi l'inhibition, donc l'incapacité à manifester ces émotions, et ou la manipulation qui en fait, en réalité, est de l'agressivité déguisée. Ça peut être volontaire ou non volontaire, il y a des choses qui sont conscientes et inconscientes. Alors, l'affirmation de soi, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit affirmé peut se manifester par les capacités suivantes. Percevoir son droit à avoir tel ressenti, tel goût, telle opinion et à le faire valoir. Respecter la diversité des points de vue. Distinguer les comportements des personnes. Vérifier sa compréhension de la position de l'autre. Alors, quand je reçois des personnes en thérapie, il y a des personnes qui disent oui, mais un tel me fait toujours ça, un tel est toujours dans telle situation, je n'ai pas de chance, je suis. Et c'est là où on se rend compte que les personnes qui arrivent dans cette situation-là, euh, il est important de leur apprendre à mais qu'est-ce que tu ressens quand un tel dit ou fait telle chose? C'est amener plutôt que d'être focalisé sur totalement l'extérieur, qu'est-ce que je fais de mon intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, c'est très important d'apprendre et j'utilise un certain nombre de techniques
pour amener les personnes à être attentive à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, j'utilise de la respiration abdominale, de l'hydratation en conscience, d'autres outils comme le FT, Emotional Freedom Technique, qui apprennent à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, ce qui nous permet, quand on a pris cette conscience de ce qui se passe, on commence à accepter ce que l'on est, qui on est, ce que l'on ne veut pas, ce qui est de l'ordre de notre responsabilité et de notre droit absolu à ne pas se justifier, ne pas chercher forcément l'approbation de l'autre. Et on se retrouve avec des personnes qui, dans certains cas, sont en permanence en train de rechercher l'approbation de l'autre. Et c'est là où on voit que la plupart des personnes qui ont des difficultés dans l'affirmation de soi, il y a derrière quelque chose, une cognition, si on peut dire, qui est la peur de blesser, la peur du conflit, la peur d'avoir l'air ridicule, la peur de faire mal. Donc, il y a toujours une cognition, une pensée associée à ces peurs qui empêche d'être dans l'affirmation de soi. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus longue parce que je voudrais aussi qu'il y ait des questions et que Bintou puisse vous présenter largement ce qu'elle a à nous dire sur la CNV. Donc, c'est un outil thérapeutique intéressant. C'est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire amener les personnes à comprendre, à savoir, à connaître comment ils fonctionnent, à observer, à faire des jeux de rôle, à avoir des feedbacks, etc. Donc, le travail du thérapeute est très particulier, très différent de ce qu'on retrouve dans les thérapies analytiques, qui sont importantes aussi. Je pratique toujours en amont un travail analytique en profondeur. Je peux faire du bilan à travers un certain nombre de tests avant de proposer la thérapie de l'affirmation de soi. Voilà, donc comme dans toute thérapie, il est important que la personne acquiert des connaissances sur lui-même et il était essentiel de réserver un moment particulier parce qu'il doit s'établir ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Il doit y avoir une alliance importante qui s'installe entre le thérapeute et le sujet avant de déployer tous les outils. Donc, il y a la nécessité de prendre ce temps pour établir donc, cette alliance thérapeutique, pour que la personne comprenne, coopère, sache qu'elle est, euh, qu'elle est, qu'elle est comprise, que le thérapeute est en adéquation avec ses besoins. Et donc, cela va augmenter ce qu'on appelle l'observance thérapeutique. Donc, ça va augmenter la capacité ou l'envie à la personne d'être motivée à agir et donc à observer un certain nombre de propositions que pourrait lui faire le thérapeute. Voilà. Donc, cette thérapie d'affirmation de soi a des effets sur donc, toutes les interactions sociales, aussi bien de l'ordre de l'intime, de l'amical, du social, du professionnel. Voilà. Ça ne veut pas dire que dans toutes circonstances, on doit être complètement affirmé. Quelqu'un vous met une arme sous le nez, c'est sûr que... Alors, l'équilibre normal, c'est 80%, 15%, 5%, parce qu'il y a 80% des interactions, 15% en agressif et 5% en agressif et 15% en passif, 80% en affirmé. Ça veut dire que nous parvenons à acquérir cette capacité à comprendre à quel moment on peut mieux déployer euh, notre affirmation de soi et donc être conscient de notre potentiel, de notre capacité et de pouvoir faire ces fameux choix dont je vous parlais tout en début de ma présentation. Voilà. Et j'en ai terminé et Bintou, tu as la parole. Merci, Yvonne. Très intéressant. Pendant que je t'écoutais, j'ai vu tellement de liens avec notre pratique d'accompagnement individuel CNV. Ça me réjouit. Bien. Alors, je demande au public, est-ce que ça vous arrive de vivre des conflits avec des membres de votre famille, avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos beaux-parents?
J'imagine que oui, hein. Avec vos collègues, avec des membres de votre communauté, et puis vous sortez de ces conflits-là parfois avec l'impression de n'avoir pas été compris ou comprise. Est-ce que vous aimeriez gérer les conflits et en sortir avec la satisfaction autant d'être compris que de comprendre? Je suppose que oui. Donc, un outil peut vous aider dans ce sens-là et cet outil-là, c'est la communication non violente. C'est un art du dialogue qui est fondé sur l'empathie et l'authenticité. Donc, quand je dis authenticité, je pense tout de suite à l'affirmation de soi dont Yvonne parlait tout à l'heure. Donc, c'est un mode de communication. Donc, quand on dit communication, il y a l'expression, il y a l'écoute qui favorise l'élan du cœur, qui permet qu'on se connecte à soi-même et aux autres d'une manière qui fait que notre bienveillance naturelle se manifeste. Ça fait envie, hein? Alors, pour la personne qui a modélisé la communication non violente, il dit que notre nature profonde nous porte à aimer donner et recevoir dans un esprit de bienveillance. Ça, c'est le postulat de base de Marshall. Quelque chose qui ne va jamais changer pour lui. Et il s'est posé deux questions. Comment ça se fait que nous puissions nous couper de notre bonté naturelle au point d'adopter des comportements violents ou agressifs? Et la deuxième question, comment certaines personnes arrivent à rester en contact avec cette bonté naturelle-là, même dans les pires circonstances? Donc, il s'est posé ces questions-là au bout de, je ne sais pas, peut-être 20 ans de pratique comme psychologue clinicien. Et il a cherché la réponse. Il est arrivé à la conclusion que le langage et l'usage qu'on fait des mots, ils jouent un rôle déterminant. Il y a le langage, les mots qui sortent de notre... Mais avant d'arriver là, il y a la pensée. Donc, comment la pensée est structurée avant qu'on prononce les mots. Ça joue un rôle vraiment dans le fait de rester connecté à notre bienveillance naturelle, même dans les pires conditions, ou bien devenir violent jusqu'à avoir des comportements agressifs vis-à-vis des autres. Le langage, il joue un rôle déterminant. Alors, il a donc modélisé une façon de communiquer qui nous aide à nous reconnecter à cette bienveillance naturelle-là. Il dit que lui, il a appris la communication non violente de sa grand-mère, qui n'est jamais allée à l'école, qui n'a jamais fait un seul jour d'école. Et on peut même dire, entre guillemets, qu'elle était un peu intellectuellement attardée. Mais elle avait tellement d'amour. Et c'est en observant sa grand-mère se interagir avec les gens qu'il a détecté cette démarche-là. Et maintenant, il l'a modélisée pour faciliter la transmission, pour en faciliter la transmission. Donc, il dit que lui n'a rien inventé, il n'y a rien de nouveau. C'est quelque chose qui existe dans l'être humain depuis son existence. Et à cause de certaines façons ou de certaines habitudes, on a juste oublié. Voilà. Et donc, voilà comment il structure ça. La première étape ou la première composante clé, c'est l'observation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le fait concret? Donc, j'observe un comportement qui affecte agréablement ou douloureusement mon bien-être. Donc, je réagis à ce comportement par un sentiment, une émotion qui peut être agréable ou douloureuse, évidemment. Donc, je cerne mes désirs, mes besoins, mes valeurs, mes attentes qui ont éveillé ce sentiment. Maintenant, je demande soit à l'autre, soit à moi-même des actions concrètes qui vont rendre ma vie plus belle, qui vont faire en sorte que ma vie corresponde à mon rêve, à mes rêves. Voilà la démarche de la communication non violente. Donc, 4 composantes clés: l'observation, le sentiment, le besoin, la demande. Alors, au cœur de la communication non violente, il y a l'empathie. En premier lieu, l'auto-empathie. Donc, ça commence par m'écouter moi-même, m'aider moi-même à me relier à mes sentiments et à mes besoins. Donc, écouter et accueillir mes propres sentiments et besoins. C'est une étape qu'on ne peut pas économiser. C'est une étape qu'on ne peut pas factoriser. Et une fois que ça c'est fait, je vais sentir une ouverture à l'intérieur de moi pour aller vers l'autre. Parce que c'est notre nature d'avoir envie de nous relier à l'autre de cœur à cœur. Parce que quand on est relié là, c'est doux. Donc, dès que j'arrive à avoir de l'empathie pour moi, à mettre de la clarté sur ce qui se passe pour moi, avec compassion, avec bienveillance,
je vais ressentir une détente et je vais sentir comme magiquement une ouverture pour chercher à me relier à l'autre. Et là, maintenant, c'est l'empathie. L'empathie, c'est juste être là, être présent pour l'autre personne. C'est l'accompagner de sorte à ce que lui aussi, il se relie à ses sentiments et à ses besoins. En 2 mots, c'est ça. Donc, la CNV peut être utilisée de 3 manières. La première manière, je communique avec moi-même pour clarifier ce qui se passe en moi. C'est ça que nous appelons l'auto-empathie. La deuxième manière, je communique avec l'autre d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation de mon message. Ça, c'est l'expression authentique. Et je rejoins l'affirmation de soi dont parlait Yvonne tantôt. Je formule mes mots de sorte que ça soit entendable par l'autre. Et puis maintenant, la troisième manière, c'est recevoir un message de l'autre ou un comportement de l'autre, l'écouter ou l'accueillir d'une manière qui favorise le dialogue, quelle que soit sa manière à lui ou à elle de s'exprimer. Donc, même si la manière de s'exprimer de l'autre, c'est d'une manière que nous, on va étiqueter d'insulte, j'ai un décodeur pour décoder en termes de il se sent de cette façon et le besoin qu'il essaie d'exprimer de façon tragique, là, c'est celui-là. Donc, quand j'ai cette lecture-là de ce que la personne dit, ça aide la personne elle-même à se relier à la vie en elle. Et puis maintenant, nous pouvons danser la danse du dialogue ensemble. Voilà. Merci pour votre attention. Je passe la parole à Yvonne. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et effectivement, dans la présentation que Bintou vient de nous faire, on voit parfaitement comment l'affirmation de soi est un outil qui est une thérapie qui est complètement en lien avec la communication non violente.